Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Le plateau de fruits de mer n'est plus. Derek Dearman avale une dernière poignée de crevettes et s'essuie la bouche, repu et satisfait. Ce jeudi 17 octobre, le trentenaire au crâne chauve s'est offert un déjeuner de roi. Poisson-chat, huîtres, crabes cuisinés à la mode de l'Alabama. Une orgie iodée dont il se souviendra jusque dans la tombe. Et pour cause, ce repas était son dernier. Incarcéré à la prison de Holman, l'homme doit être exécuté dans la soirée. Après le café, Dearman passe 1 heure avec ses proches, ses 2 fils, sa sœur, son père. Puis, il est remis à l'isolement. À 18 heures, on vient le chercher et on le conduit en salle d'exécution. Tandis que les familles de ses victimes prennent place derrière la grande vitre sans teint, on le sangle sur le lit de cuir usé. Avant de lui injecter le cocktail qui va éteindre son organisme, on lui demande s'il a une dernière déclaration à faire. Aux familles des victimes, pardonnez-moi, balbutie Derek Dearman. À ma famille, vous savez tous déjà que je vous aime. Puis la pompe pousse le liquide mortel dans le tuyau de la perfusion. Le criminel s'endort. À 18h14, il s'évanouit dans la mort, 8 ans après l'avoir semé dans la petite ville de Citronnelle. Un carnage que personne sur place ne pourra oublier. Retour ce sinistre soir du samedi 20 août 2016. Derek Dearman, 27 ans à l'époque, mène une existence chaotique. Toxicomane, il a été condamné plusieurs fois pour des vols et des agressions, et fait l'objet d'un avis de recherche pour une affaire de cambriolage. Sa vie personnelle est tout aussi désastreuse. Lassée d'être pire que maltraitée, la mère de ses 2 enfants l'a quitté. Il me menaçait sans cesse durant notre vie commune, dénonce-t-elle. Un jour, il m'a réveillé en me plaquant un couteau contre la gorge, à côté de notre bébé qui dormait dans son couffin. Désormais, Dearman a une nouvelle copine, une certaine Lanetta Turner, qu'il ne traite pas mieux. Le soir du 19 août, il la cogne. La jeune femme s'enfuit et se réfugie chez son frère, qui réside à Citronnelle avec femme et enfants. Dearman la poursuit et tape un scandale devant la grande maison de plain-pied cernée par les champs. Il faut l'intervention de la police pour le faire dégager. Après son départ, la petite famille souffle un peu, ainsi qu'un couple d'amis qui a assisté à toute la scène. Peu après minuit, tout le monde va se coucher. Ils sont 7 en tout dans la bâtisse isolée, dont une femme enceinte et un nourrisson. Il n'y a pas autre âme qui vive à des kilomètres à la ronde. Sinon une ombre qui observe, tapie dans l'obscurité. Derek Dearman n'est pas parti bien loin. Après avoir laissé sa voiture en bord de route, il est revenu sur ses pas. Depuis, il patiente, dissimulé dans la cour. À 4 heures du matin, jugeant que tout le monde dort à coup sûr, il sort de sa cachette. Il empoigne la hache posée contre le tas de bûches. Il assoupèse un peu, passe son doigt sur le fil. Ça fera l'affaire. En digne cambrioleur expert, il force la porte arrière de la bâtisse. À l'intérieur, le silence est seulement troublé par la respiration des dormeurs. Dearman marche à tâtons, sa hache à la main. Il pousse la porte d'une première chambre, celle du couple d'amis. D'un double moulinet féroce, il leur tranche la tête brutalement. Puis, les vêtements éclaboussés de sang, il passe à la chambre suivante, celle de la femme enceinte. Les yeux brouillés par la rage, le cerveau grillé par la méthamphétamine qu'il a fumée en début de soirée, il la décapite avec la même sauvagerie primitive. Vient ensuite le tour du beau-frère, resté assoupi sur le canapé du salon. Pas de quartier, pas de détails. Une nouvelle tête roule au sol. Enfin, Dearman gagne la chambre où sa copine dort avec son neveu nouveau-né. Mais cette fois, il ne frappe pas d'emblée. Il réveille violemment la jeune femme et la traîne à travers la maison, devenue abattoir. Direction sa voiture, où il la fait monter de force. Pied au plancher, il la conduit jusqu'à Licksville, dans le Mississippi, où il a sa propre maison de famille. Il y séquestre quelques heures, puis contre toute attente, au petit matin, il finit par la laisser partir. Un geste de clémence? Sûrement pas. Sans doute juge-t-il que c'est ainsi qu'elle souffrira le plus, en portant toute sa vie sur la conscience le massacre de ses proches. Un sommet de sadisme et de perversité.
Le samedi 21 août au matin, Dirman se présente de lui-même au bureau du shérif du comté de Greene, expliquant sans préambule avoir tué plusieurs personnes. Des patrouilles foncent sur les lieux du carnage. Le bébé qui dormait dans la même chambre que Lorena est toujours vivant, hurlant dans son couffin. Pour le reste, la maison n'est que sang et tête tranchée. Le shérif et le procureur parleront de la pire scène de crime de carrière. Joseph Turner, Shannon Randall, Robert Brown, Justin Reed et Chelsea Reed avaient entre 22 et 25 ans. Les deux derniers, amoureux depuis le lycée, s'étaient mariés récemment. Chelsea attendait son premier enfant, qu'elle avait prévu de prénommer Hayden, la 6e victime de la tuerie. Devant une telle épouvante, tous les médias de l'État rappliquent bientôt à Citronnelle. Le 22 août, des dizaines de journalistes se pressent pour apercevoir Derrick Derman à la sortie du bureau du juge. Le tueur en profite pour prêcher la bonne parole devant les caméras. « Ne prenez pas de drogue », recommande-t-il. « Tout ça, c'est de la faute de la méthamphétamine. Je n'étais plus moi-même. » Le 30 août, l'homme est inculpé 6 fois pour meurtre capital, l'homicide fétal étant reconnu dans l'État. Mais il plaide non coupable, défendant qu'au moment des faits, il n'était pas responsable de ses actes. C'est seulement 2 ans plus tard, lors de son procès, qu'il finira par s'amender dans une larmoyante demande de pardon aux proches des victimes. Pas de quoi lui épargner la peine de mort, prononcée à l'unanimité du jury. Ce jeudi 17 octobre 2024, la sentence a donc été exécutée. Avec au dernier moment une sorte de coup de théâtre. Robert Brown, père de 2 des victimes de Citronnelle, a effectivement accordé son pardon à celui qui lui aura tout pris. « Je devais le faire », s'est depuis justifié le vieil homme. Il nous l'avait demandé. On ne se présente pas devant le Seigneur le poing fermé, mais le cœur ouvert, comme celui d'un bébé. La charité chrétienne a de beaux restes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.